entre 13 et des brouettes, et 17% de hausse depuis le début de l'année pour le S&P 500 et pour le Nasdaq. Wall Street qui tutoie des sommets boursiers et qui bat, en dollars je précise, les indices européens, qui eux-mêmes sont quasiment plus hauts en dehors du CAC 40. Et ça, vous le savez. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. On sait que les motifs d'inquiétude ne manquent pas. Pour autant, on sent l'optimisme toujours des investisseurs. À tort ou à raison? Les marchés ont toujours raison. J'ai presque envie de vous dire aujourd'hui, les cours reflètent le rapport entre l'offre et la demande. Très clairement, la demande est supérieure à l'offre puisque les prix continuent de monter. Merci. Ça, c'est le premier élément. Merci Pierre, à demain. Non, mais évidemment, oui. Oui, alors, mais c'est le premier point, mais il faut l'avoir en tête parce qu'en fait, il y a un effet autoréalisateur sur les marchés. La hausse entraîne la hausse, vous le savez aussi bien que moi, et donc on est effectivement dans ce phénomène-là. Et votre question est la bonne. La réalité, c'est que on commence à voir poindre finalement quelques sujets d'anxiété. D'abord, en fait, celui de la valorisation, et ça a été d'ailleurs relayé par Jérôme Powell hier. Donc, les actions américaines notamment sont-elles chères? Alors ça, c'est un sujet sur lequel on s'est déjà beaucoup exprimé, vous et moi. Certains disent, pardon Pierre, qu'à Wall Street, on est sur des niveaux de valorisation qui rappellent la bulle Internet du début des années 2000. Est-ce que déjà c'est vrai ça? Après, on verra si on peut faire le parallèle ou pas, mais... Non, mais la réponse est non, premier élément, parce que aujourd'hui le succès des indices américains repose sur un tout petit nombre de valeurs, il faut le rappeler, ces fameux grands trusts technophiles dont je vous parle depuis maintenant longtemps, c'est les très grandes boîtes, c'est GAFAM, mais alors en y ajoutant évidemment un critère, c'est pas juste de la techno, c'est des boîtes qui sont gorgées de cash, et ça c'est un élément majeur qui fait que, quoi qu'il se passe, elles alimentent leur pipe de croissance bénéficiaire en permanence, ce qui fait qu'aujourd'hui, non, les marchés ne sont pas excessivement cher et ne ressemble en rien à ce qu'on a pu connaître à la fin des années 90, début des années 2000, parce que les boîtes qui entraînent les cours vers le haut connaissent un succès bénéficiaire et profitabilité qui ne se dément pas. La vraie question fondamentale, et souvent les gens disent les marchés sont déconnectés de la réalité. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui aux États-Unis, ceux qui tirent les marchés vers le haut sont les entreprises qui affichent en permanence des taux de profitabilité qui sont impressionnants. Donc à votre question, est-ce que les marchés sont chers? La réponse est pas vraiment. Évidemment, ils se payent, mais ils sont pas excessivement chers. Et la vraie question, c'est que tout ça s'arrête le jour où vous commencez à avoir des doutes sur la capacité de ces boîtes à alimenter leur pipe de profitabilité. En lien ou sans lien, juste Pierre, en lien ou sans lien avec Donald Trump? Parce que certains disent qu'aujourd'hui, on a des investisseurs, notamment sur le sol américain, qui ont une confiance aveugle dans le président américain, avec une forme de... Mais oui, parce qu'il est très procyclique. Vous savez, c'est un terme un peu financier, un peu technique, mais il est très procyclique, Donald Trump. Il est radical dans sa manière de s'exprimer. Il l'a encore montré hier, évidemment, lorsqu'il parle de dérèglement climatique. Il est éventuellement radical sur le front du commerce international, quoique, grosso modo, il a fait ce qu'il dit, mais sur le front intérieur, en termes de fiscalité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et d'ailleurs dans sa loi qu'il a fait voter, Big Beautiful Bill, eh bien c'est de la même manière. Grosso modo, c'est la prolongation de ce qui se passe déjà depuis 10 ans aux États-Unis. Donc ça veut dire quoi pour les investisseurs? Eh bien si il n'y a pas de changement de règle du jeu, vous savez que les premiers qui sont sur la ligne de départ resteront les premiers. Et c'est pour ça qu'ils ont une confiance aveugle. À partir du moment où Donald Trump se positionne comme un homme qui ne veut pas changer les règles du jeu du business aux États-Unis, eh bien vous savez que les positions dominantes d'antan resteront des positions dominantes. Et elles se traduisent effectivement, et vous l'avez encore vu, Nvidia qui prend en fait du capital d'Intel, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la démonstration que qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas dans ces boîtes-là, on a les moyens d'alimenter toujours en fait son pipe de profitabilité en rachetant en fait ses collègues. Et donc c'est cette thématique-là qui subdétermine tout et qui entraîne les marchés vers le haut. Mais je le rappelle, ce n'est pas déconnecté de la réalité microéconomique. Je ne parle pas de macroéconomie, mais de la réalité côté macroéconomique, on sait qu'un des moteurs puissants aussi de cette ascension, à la fois Wall Street, mais par capillarité aussi en Europe, c'est l'espoir, c'est la baisse de taux de la Fed, et l'espoir d'avoir de nouvelles baisses de taux. Et en même temps, quand on écoute Jérôme Powell hier, il a dit qu'une détente trop soutenue sur les taux d'intérêt risque d'ouvrir l'inflation. Donc quelque part, il ne faut pas trop en attendre non plus à court terme en matière de baisse de taux. Vous le savez, les mouvements sont en ligne droite. Les investisseurs adorent essorer une thématique jusqu'à la corne, mais d'une certaine manière, c'est comment dire, le chemin qui nous intéresse. Jérôme Powell n'a pas dit qu'il ne baisserait pas ses taux. Il dit attention à ne pas attendre trop vite, trop fort des baisses de taux, mais la direction est la même, c'est ce qu'entendent les investisseurs. Alors ils l'ont joué peut-être avec un peu de virulence au cours des derniers jours, vous avez raison, mais d'une certaine manière, ils n'invalident pas cette thèse-là, vous le savez aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé, nous faisions partie très tôt des gens qui pensaient que la Fed n'avait pas d'autre choix que baisser ses taux au second semestre pour des questions cette fois macroéconomiques.
pour le coup, parce qu'au niveau de taux tel qu'il se trouvait, eh bien, les agents privés américains, notamment les ménages, ne pouvaient pas soutenir les niveaux de croissance qui étaient les leurs jusqu'à maintenant, et les chiffres du chômage et de l'emploi allaient en fait... Vous aviez prévu, Pierre, qu'il y aurait une révision à la baisse d'1 million de création de postes sur un an aux États-Unis? Non, mais nous étions surpris, et on se l'est dit ensemble. C'est-à-dire que les indicateurs chauds, c'est-à-dire en fait ceux qui sont issus en fait des indicateurs de confiance, des sondages qui étaient réalisés, nous disaient autre chose que ce que nous disaient en fait les chiffres de l'emploi. Et donc d'une certaine manière, évidemment non, on n'a pas de boule de cristal, on ne va pas refaire l'histoire, mais d'une certaine manière ces révisions traduisent ce qu'on voyait en termes de dynamique économique, dynamique macroéconomique aux États-Unis, en particulier dans un contexte où les taux traduisent une politique clairement restrictive. Et donc, naturellement, enfin voilà, les États-Unis, certes, ont une croissance potentielle plus forte que nous, mais il ne faut pas rêver non plus. Et donc, ce niveau, finalement, de solidité du marché de l'emploi nous surprenait. En réalité, post ces révisions, eh bien, il traduit une économie américaine qui commence à souffrir d'une politique monétaire restrictive. Et naturellement, dans ces cas-là, vous le savez, le double mandat de la Fed fait qu'elle ne peut pas tenir ses positions longtemps. Elle a pu le faire au premier semestre parce qu'elle avait les chiffres de l'emploi. À partir du moment où elle ne l'a plus, eh bien, elle rentre dans une forme de cycle de baisse de taux. Et elle le fait de manière pragmatique. On a du mal à imaginer à court terme des baisses plus massives de taux d'intérêt, même si Trump met la pression. Après, on se dit qu'au mois de mai, il y aura un nouveau président de la Fed qui clairement sera à la main de Donald Trump. Les choses pourraient changer à ce moment-là. C'est ce sur quoi aussi parient les marchés, les investisseurs? Vous savez, je crois que en fait, nous voyons les États-Unis avec nos yeux d'Européens et probablement nous accordons trop d'importance et d'influence à des représentants du type même des présidents des États-Unis, même du président de la Fed. Pourquoi? Parce qu'en Europe, effectivement, tout est politique. Aux États-Unis, tout est business. Et donc, imaginez qu'un homme, parce qu'il va changer, pour le coup, irait en fait mettre en difficulté les États-Unis en baissant trop ces taux cette fois et entraîner en fait des bulles massives. Les Américains sont des grands pragmatiques. Ils ont vécu depuis 2009, ils le savent. Même si c'est un homme lige de Donald Trump, même si c'est un fidèle de Trump. Mais Trump est quand même, force est de constater tout de même qu'il est pragmatique, y compris sur le front du commerce international, où tout le monde a crié, en fait, au loup, on va dire, au mois d'avril, regardez où on a atterri, 15% de taxes douanières, une augmentation grosso modo qui va tourner entre 15 et 20% selon les pays. Ce n'est pas en fait un raz-de-marée ou un tsunami réglementaire qui s'est abattu sur l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que les États-Unis n'y avaient aucun intérêt. Il y avait une vraie volonté, on y allait. Donc de la même manière, n'imaginez pas que Donald Trump va faire pression au-delà du nécessaire, quitte à faire perdre en crédit la Fed, et donc perdre en crédit le dollar, et donc perdre en attractivité les actifs financiers américains. Et je rappelle, c'est important cette attractivité-là, parce que les fins de mois des Américains sont payés par le reste du monde. Ouais. Donc vous comprenez que c'est une question d'équilibre. Alors qu'est-ce qui peut gâcher la Fed? On finit là-dessus juste. Qu'est-ce qui peut gâcher la Fed et troubler la Fed à Wall Street et dans le reste du monde sur les marchés boursiers? Une dégradation macroéconomique plus violente. Et ça les gens l'ont pas en tête, parce que les gens se disent, chouette, les taux baissent. Mais il faut avoir en tête qu'historiquement parlant, les taux baissent lorsque la Fed constate le ralentissement, mais les chiffres de l'emploi réagissent toujours normalement violemment. Là, le scénario qui est joué, c'est quoi? C'est un ralentissement progressif macroéconomique, une dégradation progressive et légère du marché de l'emploi, pas une dégradation très forte du marché de l'emploi qui traduirait évidemment des pertes en profitabilité pour les boîtes américaines. Le vrai danger, c'est la déception micro. C'est qu'en fait, les profits des entreprises américaines ne seront plus à la hauteur de ce qu'on ne réclame finalement les investisseurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le scénario central. Mais je rappelle simplement, ayez en tête que lorsque les taux commencent à baisser, en fait, normalement, les marchés actions boursiers ne montent pas quand les taux commencent à baisser. Ils montent lorsqu'on se rapproche du plancher, pas lorsqu'on est proche du plancher des taux directeurs. Du plancher des taux directeurs. Et donc, c'est peut-être là où il y a un effet anticipateur, probablement parce que les planètes sont aujourd'hui alignées. Et encore une fois, on a des boîtes qui continuent d'afficher des taux de profitabilité de dingue aux États-Unis, qui entraînent peut-être avec précipitation finalement ce levier qui est celui en fait de la baisse des taux d'intérêt. Donc la vraie déception, c'est l'économie réelle. Le jour où la microéconomie, la profitabilité des boîtes américaines déçoit, eh bien ça pourrait se traduire pour le coup par évidemment une correction de marché qui pourrait être de grande envergure à ce moment-là. Mais à aujourd'hui, force est de constater qu'on ne la voit pas arriver. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, à bientôt. Merci David. Salut.